Guy Benoît de Victoire ce soir sur ce plateau, Blanc-Consté et Barapéa, qui sont habitués de ce plateau pour débattre des questions d'actualité, mais aussi des faits de la société. Et ce soir, nous allons nous concentrer. Il y a deux sujets ce soir. On va parler de la journée du 10 juin. Vous savez que le 10 juin, c'est la journée que le Congo célèbre la réconciliation. Voilà, ça vient donc de la conférence de l'Assemblée nationale souveraine, la clôture de la conférence souveraine, où finalement les décideurs de cette époque-là, ou encore les hommes politiques de cette époque-là, ont décidé de laver les mains pour tout oublier. Mais aussi, on va commencer par la RDC. Vous vous souvenez que la RDC a connu quand même on va dire un épisode très compliqué où finalement les opposants ont marché dans la rue. Il y a eu quand même mort d'hommes et des blessés, même si le pouvoir ne le reconnaît pas. On a vu Kabound aller assister aux obsèques de l'un de leurs qui était tué pendant cette marche. Et ce soir, nous en parlons. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur Tchelika. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Blanc-Consté et Barapéa, le débat va s'ouvrir ce soir sur la RDC. On ouvre ce débat sur la RDC. Vous avez su la marche de l'opposition. Il y a eu d'abord quand même une journée, on appelait une journée ville morte. Vous nous direz une rechute ou pas, mais après il y a eu une marche de contestation. On a vu quand même la police dehors. Les images, malheureusement, puisque nous sommes à l'ère du numérique, où n'importe qui peut filmer avec son téléphone, même si quand l'État veut mentir, mais chacun de nous a filmé avec son téléphone. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que vous pensez sur l'attitude aujourd'hui de l'opposition en RDC sur le changement de la Constitution? Bien. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour ces agapes politico-intellectuelles. Je saisis donc l'occasion pour saluer, adresser les salutations fraternelles et républicaines aux millions de téléspectateurs de Tchelika Média. Et je fais la même chose à mon co-débatteur Guy Benoît de Victor, ainsi que à vous-même. Merci. Bien. La situation en RDC, vous avez évoqué la marche de l'opposition, la réaction de l'opposition. Il faut dire que nous revenons là dans ce qu'on peut appeler la malédiction du troisième mandat ou bien l'obsession du troisième mandat. Vous avez un chef de l'État qui a épuisé son bail politique, initialement prévu de 2 mandats, et arrivé à la fin de son mandat, ou bien à l'approche de la fin de son mandat, il va chercher donc à modifier la Constitution, bien à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, la réaction de l'opposition politique en RDC, c'est une réaction qu'on peut dire légale ou acceptable de toutes les manières. Il y a des formes de protestation, des comportements politiques qu'on observe dans une communauté. Et parmi ces comportements politiques, nous avons ce qu'on peut appeler le comportement politique conventionnel. Il y a ce qu'on peut appeler le comportement politique non conventionnel. Mais dans tous les cas, dans chaque société politique, il y a ce qu'on peut appeler la participation politique. Cette participation politique ne se résume pas à l'élection ou au vote. La participation politique s'élargit sur d'autres champs. Par exemple, la contestation des élections, par exemple, la contestation des politiques publiques initiées par l'ordre gouvernant. Ça peut aussi participer à la contestation d'un certain nombre de décisions politiques prises par ceux qui sont au pouvoir. Donc, le rôle de l'opposition est donc de contester les actions prises par l'ordre gouvernant. Maintenant, cette contestation peut prendre plusieurs formes. Et elle peut s'agir donc de l'occupation des locaux, des sit-ins, on est là dans ce qu'on appelle la dynamique de l'action collective. Oui, est-ce que la question aujourd'hui, est-ce que l'opposition a la légitimité? Mais bien entendu. Parce que ceux qui sont du côté du Tshisekedi, vous êtes politologue, vous allez nous parler de l'Église aussi.
qui est impliqué en fait. Et j'y pense finalement, on est arrivé en RDC, au moment où il faut tout changer. Changer la constitution pour permettre à Etienne Tshisekedi de rester au pouvoir tant que le Rwanda, sinon l'occupation de l'Est reste d'actualité. Bien. D'abord, il faut dire que l'opposition est dans son rôle de contester le changement de la Constitution. Et je ne veux pas dire par là que le changement de Constitution est inconstitutionnel. Non. On ne fait pas la politique ici, on n'est pas des militants, on fait des analyses scientifiques. Et là, on peut dire avec Georges Juquel que aucun changement de la Constitution, aucune modification constitutionnelle n'est inconstitutionnelle. Parce que le peuple a la responsabilité de changer les lois ou bien le droit de changer les lois, même les meilleures. Là, le problème ne se pose pas. Maintenant, ça reste dans l'intentionnalité. Vous avez bien dit que l'argument mis en avant par Etienne Tshisekedi, excusez-moi, Tshisekedi, fils du président Tshisekedi, est associé à l'insécurité à l'Est. Oui. Entre autres, oui, entre autres. Oui. Tant qu'il n'y a pas la sécurité à l'Est, il ne peut pas organiser les élections. Mais souvenez-vous, il a organisé les élections il y a quelques années dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Bien, quels sont les efforts qu'il fournit pour amener la paix à l'Est? Je crains même que la paix ne revienne pas à l'Est dans la mesure où il lie cela à son maintien politique au sommet de l'État. Ça veut dire qu'il ne fera pas des efforts pour que la paix revienne à l'Est et de se retirer du pouvoir. D'empêcher cela. On s'inscrit dans ce qu'on peut appeler les dynamiques de rapport de force. L'Église a intervenu, bon, même si je ne suis pas trop d'accord avec l'ingérence de l'Église, surtout l'Église catholique, qui est une religion d'État. Lorsque l'Église catholique s'ingère dans les affaires politiques d'un État, il s'agit là d'une ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Pourquoi? Parce que l'Église catholique appartient à l'État du Vatican. En réalité, si ces citoyens, je ne dénie pas aux citoyens congolais chrétiens le droit de s'exprimer dans des affaires politiques de leur pays, non, je ne le dis pas. Mais quand ils parlent au nom de l'Église, là, ça pose problème. Parce que l'Église appartient à l'État du Vatican, ça devient une ingérence. Mais quand cela le tient, en tant que citoyens, ils ont le droit. Mais dans tous les cas, il s'agit ici donc de groupes de pression. Ce sont des groupes de pression qui sont là pour influencer le pouvoir politique et les décisions prises par le pouvoir politique. Et vous allez voir qu'on a laissé le rôle de l'Église dans le maintien du système ou bien le changement de régime est très intéressant, est presque séculaire. Vous vous en souvenez que Mobutu a dû faire face à la pression de l'Église catholique avec Laurent Mosengo Passigna, si je ne me trompe pas. Vous avez vu que Kabila fils lui-même aussi a fait face à la pression de l'Église. Et aujourd'hui, Tshisekedi fait aussi face à la pression de l'Église. Et vous allez voir qu'il faut faire la différence entre l'Église on parlera de l'Église tout à l'heure et les autres. Voilà, Guébin Victor, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir là où son père n'a pas pu. Il accède d'une manière démocratique, parce qu'il le dit clairement, si le peuple réclame que je sois candidat pour le 3e mandat, j'accepterai. Parce que on ne peut pas, selon l'article 64, toucher la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, merci beaucoup déjà pour l'invitation, ce Téléca, vous y êtes habitué, et nous sommes heureux de vous recevoir ici. Voilà, nous sommes habitués. Vous êtes l'un des rares dans ce pays à accepter nos invitations pour débattre sur ces sujets. Sinon, à chaque fois qu'on a invité des gens, ils refusent toujours. Évidemment. Voilà. Parce que nous sommes nous-mêmes dans l'âme démocratique. Et ceux qui refusent, c'est ceux qui pensent qu'ils doivent avoir une pensée, une pensée infime. Ils nous disent qu'ils ont peur des représailles. Oui, bon, ben voilà. Or, nous sommes sur un terrain démocratique où la pluralité des pensées et des idées est garantie par la Constitution. Oui. Donc, en ce moment-là, nous ne voyons pas pourquoi refuser de venir débattre, surtout si c'est pour éclairer la lanterne des citoyens. Bon, on y fait, c'est pour la République.
parce que nous sommes dans le concert des nations, vous vous rendez compte que à travers le monde, tous les pays démocratiques organisent des débats contradictoires. Et c'est quand même aberrant que chez nous, qu'il y ait des Congolais, bien qu'un ténor, bien que diplômés de ceci, de cela, mais qui refusent, qui fuient les débats. On ne comprend pas, hier on est politique, dit-on que c'est un pays démocratique, pluraliste, mais personne ne veut débattre, personne ne veut confronter ses idées avec celles d'autrui. C'est ça qui écoeure et c'est ça qui fait mal et qui fait que la République ne s'émancipe pas et ne s'émule pas avec les autres pays, parce que nous sommes sur la planète, nous sommes comme sur la Terre, comme on dit, un planétaire. Donc tout le monde observe ce qui se passe partout. Oui. Mais au Congo ici, apparemment le débat est occulté et le pays marche à reculons du point de vue. C'est une parenthèse. Voilà. C'est une parenthèse. Mais voilà. Donc, okay. Je vais y arriver. C'est pour dire que les journalistes, les politiques, les intellectuels, les universitaires devraient saisir la balle au bon pour alimenter les débats afin de faire évoluer les mentalités et de faire évoluer la démocratie que nous avons appelée de tous nos voeux en 1991. Puisque ce soir, on veut vraiment voilà. Maintenant, parlons de la RDC. Voilà, c'est encore ça. Ce qui se passe en RDC, c'est le recul de l'intelligentsia et le recul aussi de la culture, parce que on ne peut pas comprendre que après des années de monopartisme où c'est le grand maître, le monarque qui règne, le peuple a réclamé la démocratie, on y arrive et quand on y rentre, bon, il y a quand même quelques gens qui se pensaient, qui se passaient pour des vrais démocrates, qui réclamaient l'arrivée de la pensée diversifiée, qui voulaient que le pays soit démocratique. Quand ils y arrivent, ils veulent apprivoiser la parole et apprivoiser le pouvoir. Ils rejoignent là ceux qui sont passés avant eux, ceux qu'ils ont décrit. Et ça fait mal. Donc, vous parlez de Félix Tshisekedi. Mais attends, son père a toujours parlé de démocratie. Mais c'est son père qui a appelé tous les vœux la démocratie en RDC. Oui. Bien qu'il était lui-même un boutiste au départ. Okay. Bon, mais seulement là, quand le fils arrive, le père a tout fait, il n'est pas arrivé. Quand le fils arrive, qu'est-ce qui se passe? Vous reprochez quoi au fils? Non, mais attends. Le fils là, nous l'avons tous applaudi et apprécié, même s'il a fait une pirouette pour mettre Kabila en difficulté, parce que c'est un deal, il est arrivé par deal. Parce que quand on le veut ou pas, quand on écoute, on observe et on comprend les arguments des politiques de la RDC, on comprend que c'est pas lui qui avait vaincu, il n'était pas en deuxième position, ou bien en première position. Parce que Fayoulou jusqu'à aujourd'hui n'a jamais reconnu sa victoire. Ça veut dire que c'est Fayoulou. Et pourquoi il y arrive? C'est un deal. Parce que, écoutez, Nanga dit que ça a été conclu. On dit, vaut mieux lui donner que donner à Fayoulou. Fayoulou qui paraissait être beaucoup plus radical. Beaucoup plus radical. Il avait les intentions d'enfermer Kabila. Voilà, donc on lui a donné. Même si il a eu, et il est revenu, cette fois-ci démocratiquement, parce que là on ne lui conteste pas le deuxième mandat. On ne lui conteste pas le deuxième mandat. Bon, le troisième mandat, les arguments, les raisonnements qu'on utilise mettent en mal l'évolution démocratique de deux États. Parce que ce qu'il veut faire, c'est déjà passé ailleurs. Suivez mon regard. Donc il est en train de vouloir suivre ce chemin-là pour reviser, pour changer. Pourquoi on change? Pourquoi on change? Je vous repose la question. Les arguments des uns et des autres qui soutiennent Félix Tshisekedi, le pays est divisé actuellement. Il y a l'Est qui est occupé par la LFC et donc M23. Finalement, dans la Constitution, quand le pays est en guerre, finalement, on ne peut pas engager des élections. Très bien mangé. C'est pas un argument aussi fondé pour Tshisekedi aujourd'hui pour dire finalement le pays n'est pas réconcilié avec lui-même et que finalement il y a une partie qui est occupée par des étrangers comme ils le disent, mais aussi avec leurs propres compatriotes puisque celui qui s'affiche comme le garant de F23 et M23 et c'est comme un garde de la RDC. Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi n'a pas raison, n'a pas la légitimité de dire on ne peut pas finalement passer à une autre élection
un autre président si on ne résout pas le problème là, de l'Est. Très bien. Je suis d'accord avec vous, mais le dit. Si vraiment c'est l'argument, si c'est vraiment les raisons qui justifient le changement, ça veut dire qu'il légalise et il est en train de soutenir la balkanisation. Comment ça explique? Mais parce que organiser les élections sur l'Est, c'est donner l'Est aux autres. C'est dire que l'Est ne nous appartient pas. Organiser cela. Parce que la Constitution, la RDC, du pays de l'article, des articles de 218 jusqu'à 2020, prévoit les mécanismes de son changement et de sa révision. Et aussi pose les verrous. Oui. Quand le pays est en état de crise, quand le pays est en état d'urgence, quand le pays est en état d'urgence, en état de guerre, on ne peut pas toucher à la Constitution. Or, quelle est la situation de la RDC aujourd'hui? Est-ce que l'on peut? Oui, mais c'est pour ça. Là, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il le fait que le pays en guerre, moi je continue. Mais quand il le fait, ça veut dire qu'il légitime. Il est en train de légitimer, de soutenir l'argumentaire des assaillants et des occupants. Qui pense que le pays est en guerre. Mais qui pense qu'il faut diviser. Qui pense que il faut diviser, il faut soudaniser. Le terme n'est pas de moi. Qu'il faut balkaniser. Donc, on revient là à la bataille de Tchomé qui voulait la sécession. Parce que c'est lui qui légalise la sécession. Le mot de Tchomé, c'est oui, en 1964, mais c'est ça Tchomé. Donc, il demande là, c'est lui qui veut légaliser. Or, le fait, il organise un référendum pour soutenir le changement de la modification de la Constitution. Sans l'Est, ça veut dire que pour lui, l'Est n'existe pas en RDC. Donc, il a donné l'Est aux autres. Mais en ce moment-là, les assaillants vont avoir l'argument pour démontrer au peuple de l'Est que voilà, si l'organisme des élections sur vous, c'est qu'il ne vous compte pas comme pas appartenant à RDC. Nous y sommes et nous y restons. Donc, politiquement, ça serait une erreur monumentale. Or, s'il veut se maintenir au pouvoir, mais il devrait démontrer et convaincre les autres politiques que tant qu'il y a la guerre, on va faire les élections. Parce qu'il faut que tout le monde vote. C'est ce que dit docteur. Non, mais si c'est ça, mais pourquoi il pense sur le changement? Parce que la même constitution met les verrous sur le changement des régimes des provinces et les régimes de territoire et les régimes de l'État. Or, lui, dans l'argumentaire, il pense qu'il faut changer le régime des provinces et du pouvoir central avec les provinces. S'il le fait, puisqu'il n'a pas de pouvoir sur l'Est, l'Est c'est comment? Abandonné. Laisser abandonner au bien de qui? Des assaillants, des occupants. Et non, en ce moment, c'est lui qui partitionne son pays. Moi, je crois que pour qu'il atteigne, même si vous s'éternisez, il convoque les politiques. C'est une bonne chose de s'éterniser ou pas? Attends, mais la démocratie, c'est quoi? Quand on parle de la démocratie, on prend une constitution, c'est elle qui fixe les règles du jeu. Et on limite tout. D'accord. Et chacun joue son rôle. Tu finis, tu vas. Parce qu'il n'y a pas la science infuse. Parce que la sagesse ne dort pas dans une même maison. Parce qu'on peut se passer pour une personne, même Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être le détenteur de toute la science. Il a fait ce qu'il a pu faire, les autres peuvent faire. Parce que Kabila a fait ce qu'il a fait. Il est parti, il arrive, il fait ce qu'il fait, il peut partir. Après lui, d'autres viendront. S'il veut revenir, il peut revenir, donc il ne lui empêche pas. Mais il ne peut pas. Dès lors qu'il y a la guerre, dès lors qu'il y a l'occupation, dès qu'il y a l'état d'urgence, dès lors qu'il y a le pays n'est pas stable, il ne peut pas engager tout ce qu'il a engagé là, dans le nom de la Constitution. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui arrive au pouvoir d'une manière démocratique et qui organise une nouvelle élection, il se fait réélire en fait, d'une manière démocratique, je mets ça en guillemets, parce qu'il y a encore des opposants qui contestent sa réélection. Aujourd'hui, il pense que finalement, il faut aller vers une nouvelle constitution. Il ne le dit pas lui-même, mais il dit, si la population, le peuple le réclame, j'accepterai mon avis, l'opposition aller sur le terrain. On en a déjà parlé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que finalement, par rapport à ce que se passe en RDC, l'Est de la RDC, qui est occupé aujourd'hui par le Rwanda et en complicité avec ceux qui sont de la République démocratique du Congo, est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas vraiment le droit aujourd'hui de décider de refaire la constitution pour y rester à la tête du pays, pour réellement résoudre ce problème? Quel est le rapport entre le changement de la constitution et
l'occupation rwandaise. Le pouvoir. Enfin, Je voilà. dis oui, mais quel est le rapport entre le changement de la Constitution et l'occupation de l'Est? Vous vous en souvenez pendant les élections. Monsieur Tshisekedi Tshilombo disait clairement que en cas d'incartade, à la moindre incartade, nous allons atteindre le Rwanda. Je vais déclarer la guerre au Rwanda. À moins d'escarmouche. Voilà. Parlez-y, à moins escarmouche. Escarmouche. Si un congrès meurt, il va Voilà, il va attaquer. Pendant ce temps, les Rwandais étaient à Rutshuru. Ils étaient même pas à Goma. Donc, il avait le levier du pouvoir. Il n'a pas empêché la progression rwandaise jusqu'à Goma. Goma. Il a bénéficié de 5 ans. Il n'a pas pu organiser une armée. Il s'est appuyé sur les rebelles, sur les mercenaires. Puisqu'il a il a mis décrété l'état de siège quand il arrive. Oui, mais pour quelle Avec raison les militaires à la tête de la province. Oui, mais il disait même qu'il devait organiser des conseils de ministres là-bas à l'Est et tout, mais ça donnait qu'il allait même passer, qu'il allait aller vivre. Exactement. Voilà, à l'Est. À l'Est, c'est dans les arguments de campagne. Oui. Nous avons vu sur le terrain, M. Félix Tshisekedi n'a pas pu organiser une armée capable de jouer le contre-offensif et récupérer les territoires occupés par le Rwanda. Alors, si vous avez un chef de l'État qui lie sa survie politique ou politico-institutionnelle à l'occupation ou bien au retrait des forces d'occupation à l'est de son pays, cela prouve qu'il n'a même pas la volonté, même s'il pouvait ou bien s'il voulait, il ne peut pas le faire. Parce que pour lui, tant que l'Est est occupé, il n'y aura pas des élections et il peut maintenir le statu quo. Il ne fournira aucun effort pour que l'Est soit libéré afin qu'il organise réellement les élections. Vous savez, nous sommes en politique et ce qui est curieux en politique, c'est que c'est un monde où on accuse les autres de tout et on s'innocente soi-même. Malheureusement, c'est ça la réalité politique. Qui s'innocente dans cette affaire-là. Oui, mais l'ordre gouvernant accuse les autres. Il s'innocente du même. Il dit, bon, ben, nous on ne peut pas parce qu'il y a ça. Mais qui est à l'origine de cette guerre? A-t-il déclaré la guerre au Rwanda comme il l'avait promis? Non, vous savez, il faut éviter la boulimie du pouvoir. Monsieur Tshisekedi est ivre du pouvoir. Il est dans une ivresse totale du pouvoir, au point où il ne peut même pas penser s'en débarrasser. Aujourd'hui, se retirer du pouvoir, c'est la fin des privilèges. La fin des privilèges. Il est là que pour les privilèges. C'est ses intérêts personnels, alors qu'il a toujours chanté le développement de son pays. Vous connaissez la devise de l'UDPS? Le peuple d'abord. Oui. Chanté par son propre père. Le peuple d'abord. Et lesquels sont à l'Est? Bien. Vous avez suivi la sortie de son ami d'ailleurs, son ex... le secrétaire général du parti, Kabouya. Pas Kabouya. Kabound ou Kabound? Kabound qui a été emprisonné. Voilà, mais pour Kabound a commencé à décrier les dérives, les dérives jouissives du pouvoir. Il a commencé par décrire les dérives jouissives du pouvoir. Je parle pas de dérive autoritaire. La jouissance excessive, la jouissance sans frontières, où les gens passaient de l'accumulation sauvage. Et il posait la question où est la part du peuple dans tout ça. Lui, quand il dit que le peuple le lui demande, donnez-moi une seule raison qui peut pousser le peuple de la RDC à demander à M. Tshisekedi de changer, de modifier la Constitution. Je suis sûr certainement qu'il apprend tout à l'heure. Oui, lesquels? Vous avez été à Kinshasa pendant son règne? Oui. Qu'est-ce qui a changé? La culture. Oui, mais écoutez, parce qu'on a décoré Fali Poupa. On a décoré Fali Poupa qui a joué au stade de France. Il y a quel incident sur le vécu quotidien des gars de la RDC? Le défi se laisse. Les défis devaient se faire à l'Est. Il a fait des promesses que je dois libérer l'Est. C'est même son argument de campagne. C'est ce qu'il avait dit. Mais l'a-t-il fait? Non. Donc vous voyez que tout changement de la Constitution, c'est parce que
en Afrique, et particulièrement dans les deux Congos, le pouvoir n'est pas perçu comme une fonction qu'on doit assurer et partir. D'ailleurs, celui qui en assume ne se reconnaît pas comme étant commis. Exactement. Et le pouvoir, c'est une source de jouissance. C'est une source d'enrichissement sans cause. C'est une source de privilège. Exactement. Et finalement, vous allez voir que c'est une affaire de la parentèle. Lorsque vous êtes au pouvoir, belle voiture, de belles voyages, la consommation et la consommation de l'État. Oui, d'accord. Et finalement, qu'est-ce que nous allons voir? Monsieur Tshisekedi, à l'image des autres, du président Sassou, du président Paul Biya, du président Alassane Ouattara, veut changer la constitution pour se maintenir. Vous avez vu au Congo, qu'est-ce qu'on nous a dit? Mais le président Sassou veut changer la constitution pour faire évoluer les institutions. Quelle est l'institution qu'on a fait évoluer si ce n'est que les choses de l'État lui-même? Et qui a fait évoluer Qui a fait évoluer les institutions? On a fait évoluer quoi comme institution? Vous voyez, on est là dans la rhétorique politique et dans la ruse quotidienne. On passe le temps à changer des constitutions, à modifier la constitution, sans peut-être qu'il y ait un réel changement social. Moi, à la place de Tshisekedi, secrétaire de l'État, je ne pourrais pas engager un tel débat. D'essayer de changer la constitution. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, dans la constitution, c'est là ce qui m'échappe. Il a dit que le chef de l'État doit rester en poste jusqu'à la crise, il ne change pas. Son prédécesseur. Mais si on s'appuie sur de tels éléments, moi je crains que M. Tshisekedi puisse entretenir sciemment le conflit à l'Est pour se permettre de se maintenir. Et est-ce que, pour clôturer sur ce sujet-là, est-ce que Félix Tshisekedi est en train de pactiser avec l'Est, corroborer avec l'Est, même aussi instiguer la guerre à l'Est pour se maintenir au pouvoir? Très bien, merci. C'est une très belle question. Parce que je me suis dit, imaginez-vous, parce que la politique, rien n'est scientifique en politique. Rien. N'oubliez pas que M. Tshisekedi a eu un deal avec Donald Trump. Oui. Mais Donald Trump, c'est qui? C'est le parrain du Rwanda et de tout ça. Donc la guerre là commence avec les Américains. Et c'est les Américains qui sont là. Il a eu un deal. Et Donald Trump promet rétablir l'ordre. Et quand c'est là, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que Donald Trump a dit, retire-toi de là, moi je vais m'en occuper, organiser tes trucs là-bas, laisse-moi laisse. Parce que ça aussi en politique c'est possible. Parce que je ne peux pas comprendre que la Constitution nous dit, en cas de crise, en cas de guerre, en cas d'occupation, en cas d'urgence, on organise, on ne change pas. Mais lui, il change, il veut changer. Et il est dit, si le peuple lui demande, mais c'est encore lui qui avait dit, lui. Si quelqu'un modifie un peu pour le mandat, donc c'est un fou. Bon. Il n'a plus comme par plusieurs églises là-bas. Oui, mais les églises, c'est quoi? Vous savez que là, bon, Dieu me pardonne. Dieu ne veut pas vous en vouloir. Oui, la RDC, Dieu ne veut pas vous en vouloir. Mais c'est l'égide de la corruption. Mais si ces églises-là aussi sont corrompues. Mais la Sénéco, il n'allait pas, la Sénéco est contre. La Sénéco est contre. Mais les autres, là, c'est l'église de réveil, quoi. On a vu des pasteurs qui ont... Mais c'est les églises de réveil. Qui exploitent le peuple. Ça s'est fait ici, hein. Mais c'est les mêmes églises de réveil, le pium du peuple. Mais voilà, et c'est pourquoi les Russes, à l'époque du communisme, nous disaient que l'église était le pium du peuple. Et là, on a nivelé le peuple de certains trucs, et voilà que tous ceux qui y rentrent là. Parce que s'ils ont eu aussi le deal, soutenez, on va vous donner ceci. Bien sûr. De la même manière que ils promettent moins et bon veille à tous les adeptes, mais c'est les adeptes qui célèbrent leur anniversaire, ils ne ne trouvent rien de ce qu'ils disent de Dieu. Ouais. De ce qu'ils promettent de Dieu. Les adeptes ne trouvent rien, mais c'est le pasteur qui a tout. Les belles voitures, la belle femme, les belles maisons. Mais les adeptes qui y vont depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, aucun adepte n'a changé de statut. Sauf que il faut remplir les enveloppes. Sauf qu'il faut que les pasteurs, eux, sont les pasteurs, même chez nous ici, nous sommes envahis. Ils viennent d'où? Donc, là-bas, ils ont déjà développé un management. Ça ne m'étonne pas de voir que les églises le soutiennent. Mais on trouve l'église classique. L'église catholique, l'église évangélique qui s'est posée. Mais ceux-là, ils ne soutiennent pas. Ils pensent que ce n'est pas normal. Mais tous les apparatchiks qui sont là, ils sont là avec eux. Ils veulent être avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, moi, je crois
que le président Tshisekedi choisit là une voie suicidaire. Et c'est hasardeux pour lui d'y aller. Parce qu'il qui est arrivé par une voie démocratique. oui, c'est très hasardeux. Je ne suis pas un prophète, mais il risque d'ouvrir beaucoup de fronts. Si elle laisse déjà, il n'arrive pas. Mais s'il change ça, il engage des changements à Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a décidé d'ouvrir un front à Kinshasa. Mais n'oubliez pas que la RDC a 9 frontières. Qu'est-ce qui vous dit que tous les 9 pays frontaliers sont d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire que quand aujourd'hui, il compte sur le leader n'est pas condamné. Vous voyez, le leader n'est pas tiré dessus. vous voyez autour de lui, il y a même ceux de la sécurité qui sont de l'Occident. Je lui dis que il est là d'une voie suicidaire. Et il de la sécurité des Occidentaux. Il risque de créer des fonds. Mais c'est là, c'est lui qui pense qu'on risque de protéger. C'est lui qui dit ça. Mais il y a des gens qui étaient plus protégés que lui, qu'on a sacrifiés. Des gens plus protégés que lui, qu'on a sacrifié. Que l'Occident a sacrifié. De ça. Moi, je crois. Lesquels Parce qu'on constate que depuis quelque temps, les chefs d'État africains, surtout de l'Afrique centrale, et qui se font sécuriser par les Russes et autres. Ouais, mais voilà, c'est comme si ils n'ont pas mis vos propres armées ne sont pas capables de vous sécuriser. Mais est-ce que nos chefs d'État en Afrique font confiance à leurs armées? Ils font plus confiance à leur garde prétorienne. C'est-à-dire qu'ils font plus confiance à la garde républicaine et à la sécurité ethnicisée, tribalisée, j'allais même dire parentocratique. Pour la plupart, vous regardez ceux qui sont à la tête de ces structures, ce sont des parents qui sont directement attachés et rattachés à celui qui détient l'impérium suprême, c'est-à-dire le chef de l'État. Et c'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ces pays-là, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, au Gabon, au Liguinguima, Centrafrique, au Guinée équatoriale, on a vu, au Cameroun, en Afrique de l'Est. Vous allez voir, j'allais dire, vous allez voir que ces chefs d'État n'ont pas confiance en leur armée. C'est pourquoi l'armée est pratiquement désarmée au profit de la garde prétorienne, celui qui se trouve au palais. Ce constat se fait à la fois au Congo, au Gabon, en Centrafrique, en RDC et la RDC donc de Champaran. Voilà. On est une minute. Rapidement, oui. Vous savez que la question de l'implication de l'Église, vous avez vu par exemple au temps de Kabila, il y avait des pasteurs des églises qui affichaient leur soutien à Kabila de manière indéfectible. Et de prière, j'ai entendu sonner Kafuta par exemple, était un exemple. Mais la détermination des Aïrois, a fait en sorte qu'il n'y ait pas de déciment. Mais il faut savoir aussi qu'il y a toujours des dynamiques de dedans et de dehors dans la réussite de cette affaire du troisième mandat. Vous vous en souvenez au Congo, les forces étaient debout. Mais là, il a suffi qu'on le dise. Le président Sassou a le droit de changer sa constitution, son peuple, puis tout le monde s'est tué. Donc, ce que vous soulevez là est très important. Si aujourd'hui, Tshisekedi qui a signé ses accords avec Donald Trump et ceci, par-ci, par-là, à l'onction de ces jeux-là, il va changer la constitution en RDC, il n'y aura rien. Il suffit que les acteurs là soient conscients que voilà, Trump est derrière lui, ils vont se ranger. Même si nous savons que le peuple de la RDC est politiquement socialisé, ils ont un niveau de socialisation très élevé qui se construit à travers les médias, à travers les débats qui se font en langue, à travers ceci. Mais, je vous dis, il faut rester prudent. Tshisekedi peut réussir à son mandat s'il a le soutien, s'il réussit à mobiliser son soutien extérieur. Alors, merci. Nous terminons sur ce premier sujet. Nous allons marquer une petite pause, le temps juste de la transition pour parler de notre dernier sujet. Merci. Docteur, merci d'être encore là. Vous êtes sur CDK Média. Alors, docteur Blanc-Consté Barapéa, Guy Benoît de Victor, vous êtes sur le dictionnaire politique ce soir. Nous avons deux sujets ce soir.
on parlait de la RDC, mais aussi du Congo, mais il y a une transition quand même. Puisqu'on a parlé du changement de la Constitution, on a entendu au Congo, donc à la République du Congo, pendant l'investiture du président de la République, vous vous souvenez, sur le pied du viaduc, et finalement qu'il fallait aller aussi vers un changement de la Constitution. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'effet contagion, Guy Bénel Victor? Bien, merci beaucoup, Brony. Moi, je crois que, comme je vous l'ai dit, en politique, rien n'est figé. Rien n'est scientifique. Vous voyez ça? Oui. Et rien n'est impossible aussi. Parce qu'en politique, il y a les non-dits. Le tout dépend des intérêts des uns et des autres. Donc, quand viendra le moment, si ici au pays, on pense que on peut changer. On peut changer du coup. On peut modifier. Parce que la politique. Attends. Puisqu'en RDC, on dit que ce sont les rapports de force. Parce qu'en RDC, on dit que la Constitution va une Bible. C'était dit ici d'ailleurs. Ici aussi, ça avait été dit. En politique, ce sont les rapports de force qui prédominent dans la décision. Donc moi, je crois tant que ceux qui se sont réclamés comme opposants ne s'imposent pas et que les rapports de force penchent toujours du côté du dominant ou de celui qui gouverne, du gouvernant, tout serait possible. Tout sera possible. Donc moi je crois, je ne pense pas qu'il y ait de l'impossibilité à l'orée du dernier mandat. Tout peut être possible. D'accord, rapidement, docteur, ça veut dire que le Congo peut aussi arriver à une modification, à une révision. Ce ne serait pas pour la première fois. C'est la dernière question, oui, c'est pas la première. Puisque les autres disent que c'est pas une Bible. Je réponds déjà par une petite question, une interrogation d'ailleurs. Pensez-vous que le président Sassou, encore en vue dans ce pays, peut accepter de se retirer, aller s'asseoir au village, et on parle du Congo là où il n'est pas là? Vous pensez vraiment quand vous regardez le président de la République? Voilà. Ça veut dire quoi? En clair, ça pas du justice. Relancez. Voilà. Vous dites qu'il ne va pas accepter, il va se poser, que je ne sois pas là. C'est vrai, je dis qu'il ne va pas accepter. Il est parmi ceux qui ont lavé les mains le 10 juin. Oui. Parce que c'est l'un de nos sujets. Bien. Il est parmi, même les initiateurs, puisqu'il appelle, même on l'a vu dans les images, il appelait les opposants, les amis qui étaient de l'autre côté, mais venez laver les mains. C'était pas dans une cuvette, mais c'était comme un robinet dont nous coulait abondamment. Alors aujourd'hui, on a célébré le 10 juin, c'est donc notre dernier sujet de cette émission. C'est passé il y a pratiquement 5 jours, sinon voire 6 ou 7. Alors, dites-nous cette symbolique, une vérité qui a tout changé dans le pays ou c'était une mise en scène? Bien, déjà, il faut corriger beaucoup de choses. Okay. Vous l'avez dit en sommet. Nous ne dénions pas ici, pendant cette période de la transition de la conférence nationale, la qualité d'homme d'État du président Sassou à cette époque-là. Mais il y a une imposture qui s'est glissée dans les imaginaires, où on nous dit que le président de la République a organisé les élections, le pays les a perdus, il est parti. Faux! D'abord, la seconde main, j'y arrive, parce que vous n'avez pas eu le courage de le dire. Ok, non, mais c'est pas prendre le courage. Non, mais je réponds. Vous savez, lorsque nous participons à ce genre de mission, nous faisons aussi de la pédagogie. Très bien. Nous faisons de l'histoire. Parce que vous êtes universitaire, vous entendez un journaliste aussi. Le président Sassou n'a jamais organisé les élections, les a perdues et il s'est retiré. Faux. Je le dis ici, sous le contrôle de Guy Bénel de Victor, qui est plus âgé que moi, et les Congolais qui nous suivent. Celui qui organise les élections en 91, c'est André Milongo avec, je crois, le docteur Alexis Gabou, qui est ministre de l'Intérieur. Je peux me tromper. Puisque à l'issue de dès lors que la conférence nationale est devenue souveraine, le président n'assurait que des fonctions symboliques, puisque le gouvernement, la gestion quotidienne de l'État
était assuré par le Premier ministre André Milongo. Par contre, on peut saluer le frère du président de la République quand il a perdu les élections. Il n'a pas voulu se cramponner. Mais dire qu'il a perdu, il a organisé les élections, il les a perdu, comme ça circule dans les imaginaires, nous ne pouvons pas tolérer une telle imposture. Ça n'a jamais été le cas. Par contre, il a respecté le verdict des urnes et il s'est retiré. Alors qu'il aurait pu faire comme Mobutu à Kinshasa. Puisqu'il avait l'armée avec lui. Et bien, ça dépendait aussi des rapports de force de et voilà, des ennemis du Didon et du Dehors. Mais certains aussi comme lui ont dit non, mais écoute, ils n'ont pas tenu compte de ces rapports de force, ils ont foncé. Mais lui au moins, il a respecté le verdict des urnes, son poteau sur s'accrocher, même si les rapports de force n'étaient pas en sa faveur, Mobutu l'a fait. Donc ça, c'était première imposture à écarter. Deuxième chose, il faut dire que la conférence nationale qui va conduire au lavement de main, c'était une imposture, je veux même dire, c'était un coup d'État. Un coup d'État civil. Je m'explique. Là, on a terminé la conférence nationale. Je suis aussi. On a terminé la conférence nationale. Oui, j'y arrive. Je vais demain. Je suis conscient en fait de ça. On ne peut pas parler de lavement de main. Ça ne parle pas de ça réussit de quoi. Et c'est pourquoi nous allons comprendre que cette opération de lavement de main, c'était une véritable mise en scène. Personne n'y croyait. Allez-y alors. Très bien. C'est un coup d'État, pourquoi? Le coup d'État, c'est la lavement de main. Non, la conférence nationale, c'est un coup d'État. On en parle depuis, docteur. Pourquoi vous voulez revenir sur ça? C'est un coup d'État. Oui. En 1989, le président Sassou est investi par un mandat qui le conduit jusqu'en 1994. Qu'il en veut ou pas, l'ordre institutionnel de l'époque, la constitution le lui autorisait. Parce que l'architecture gouvernementale de fonctionnement des institutions était telle que si vous êtes élu président du comité réuni comme président du comité central du parti, vous êtes automatiquement chef de l'État et avec un mandat de 5 ans. Voilà qu'on arrive en 1991. J'ai parlé des dynamiques du dehors avec la chute du mur de Berlin, avec le changement de la politique internationale. Le Congo donc va s'organiser. En réalité, c'est le groupe d'opposants qui vont s'organiser avec les manifestations populaires et pour arriver donc à ce qu'on appelait la conférence nationale. Qui, une fois accepte, puis ça n'est pas au départ souveraine, elle se déclare souveraine. Ça veut dire que les décisions prises par la conférence nationale, un groupe d'individus qui n'avaient pas de reçu mandat, vont s'imposer sur l'État. On a abrogé le mandat d'un chef d'État élu, c'est-à-dire octroyé selon les règles de la Constitution, et deuxièmement, elle s'autoproclame souveraine. Mais vous savez que pour aller à la conférence, les jeunes en face ne voulaient pas. Je me rappelle encore de cette phrase qu'on trouve dans le discours du président Sassou, il disait nous ne voulons pas d'un multipartisme précipité. Donc déjà sur la conférence nationale, les acteurs ne s'accordaient pas. C'était une question de rapport de force et là vous avez les forces de changement incarnées par Kolela et d'autres qui ont pris le dessus parce qu'ils ont eu un peu de l'avance sur ce qui s'est passé. On arrive donc à la conférence nationale. À l'issue de la conférence nationale, où nous avons vu les acteurs se canarder, se poignarder. Vous suivez, aujourd'hui, vous pouvez suivre avec beaucoup de recul. On nous dit donc, on va laver les mains. Mais vous savez que la conférence contrôlée, ça s'impose au Congo. Ça s'est imposé par qui? Vous savez que... Non, il n'y a pas de dehors. Quel que soit le pouvoir que les chefs d'État africains pouvaient en avoir comme le Congo, personne ne pouvait résister à ce vent. Non, mais le Cameroun, par exemple, avait refusé d'aller à la conférence nationale, avec le président Paul Biya d'ailleurs, ils ont choisi l'option de tripartite. C'est-à-dire la société civile, l'opposition et le pouvoir, ils se sont retrouvés, ils ont mis en place un certain nombre de lois de la liberté. Et ça veut dire que le président qui était au Congo en exercice, c'est quelqu'un qui c'est le monsieur qui avait voulu. Non, il n'avait pas voulu, ça s'est imposé, il n'avait pas voulu. C'est-à-dire qu'il y a eu des questions de rapport de force, puis il a essayé de les étouffer. Okay. On a essayé d'étouffer, je vous ai dit. Okay. Il ne voulait pas, il y a eu des campagnes à l'intérieur du pays, des campagnes d'explication, que nous ne voulons pas de multipartisme précipité. Et puis on arrive au lavement de main après la conférence. Alors, les gens se sont canardés, les gens sont insultés, les gens ont fait ce qu'on peut faire, le tribunal populaire, il y a tout ce qu'on a eu. On l'a accusé. Et pas seulement lui qu'on a accusé, pas seulement lui. Alors, on dit, il faut donc penser nos blessures.
qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle initiative quand même de la belle-main? Bon, C'est Monseigneur Ernest Kombo. C'est l'histoire, je vous en dis. Monseigneur Ernest Kombo. C'est Monseigneur Ernest Kombo qui a réclamé ça. Qui institue la journée de la réconciliation nationale. Exactement. Mais non seulement la journée de la réconciliation nationale, il y a des éléments qu'on n'en parle pas. Nous avons la charte de l'unité nationale. Évidemment. Qui fait partie intégrante de notre constitution. Même si cette charte de l'unité nationale est calquée un peu sur le modèle du droit de l'homme et du citoyen de 1917, mais en réalité, dans le fond, on a cette charte de l'unité nationale. Donc, à l'issue de cette conférence, il n'y a pas eu que le lavement des mains. Il y a eu aussi cette charte de l'unité nationale. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a observé? Cette liturgie qui prend ses origines, qui tire ses origines de nos valeurs ancestrales, qui consiste que lorsque nous avons eu des différends, lorsqu'il y a un malade qu'on veut guérir et que des parents ont des problèmes, les gens vont s'asseoir, ils vont laver les mains et on va asperger l'eau qu'on a lavé les mains sur les malades. Ou bien, si c'est un différent entre les enfants, vous asseyez, vous lavez les mains, et puis il y a des liturgies à faire, et l'eau, on va jeter quelque part. Oui. Or, la conférence nationale, vous allez voir que c'est dans le caractère que le président sincère de cette affaire. C'était un robinet. Il n'y avait pas une cuvette. C'était un robinet. On l'a mis, et ça coulait, je crois, dans une piscine. La piscine qui est là de l'autre côté. Et quelqu'un disait que c'était une imprudence, c'était la prudence pour certains de ne pas mettre les mains dans un seau, voilà. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on peut observer. Deuxième chose, vous avez qu'il y a les acteurs qui ne croyaient pas. Je prends le cas du feu Jean-Jacques Yombi Opango, qui ne croyait pas. D'ailleurs, le président l'a interpellé. Il ne voulait pas. Mais voilà, il ne voulait pas. Donc, sur la photo, on voit le président de la République. Mais regardez les images. Regardez, là, vous voyez la photo. Et donc, il interpelle l'autre. Il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir. Mais c'est les gens qui l'ont poussé. Il dit bien, regardez les images, il dit, mais venez laver la main. Mais parce qu'ils savent que la réconciliation n'a pas été sincère. Ce n'était pas sincère. On était dans le bac des hypocrites en réalité. Très bien. Parce que personne ne croyait. On s'arrête avec vous ici, on reviendra. Il dit que ce n'était pas sincère. Pourquoi ce lavement n'était pas sincère? Déjà, avant que je n'aborde cette question-là, je voudrais aussi rebondir sur ce que le docteur Ebara a dit que c'était un coup d'État. Non, je dis non, il faut pas. Il parle de la conférence nationale. Il ne faut pas étayer cette thèse-là. Oui, mais alors il faut vous donner les arguments. J'en arrive, moi. C'est quoi un coup d'État? J'en arrive, voilà. Parce que vous n'avez pas donné assez d'arguments pour dire. Oui, mais donnez vos arguments. Parce que nous avons dit ici qu'en politique, ce sont les rapports de force. Et les circonstances exogènes imposaient que l'Afrique devait s'arrimer à l'Occident. Donc, il faut respecter la conférence de Bonn. Aller en démocratie, parce qu'à cette époque-là, il n'y a que les dictateurs et les pouvoirs monolithiques et les partis monolithiques qui régnaient en Afrique. Donc, avec le vent de la paix Sulika, avec la conférence de Bonn, ça a été déjà une ligne qu'on a dictée. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Le Congo fait quoi? Avec une demande qu'on a proposée à l'Afrique. On a dit, vous allez vers la démocratie. Le mandat que vous voulez défendre là, vous voulez je ne défends pas. Le mandat que vous voulez, c'est lui qui devait s'achever en 1994, n'était pas un mandat démocratiquement remis. Ce n'était pas un mandat démocratique. N'est-ce pas? Ce n'était pas un mandat démocratique. Le vote était populaire. D'accord? Le président de la République, à l'époque, c'était un vote populaire. Expliquez-nous comment est-ce que Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir? C'était pas une élection démocratique? Comment il a fait une élection démocratique? Mais ce n'était pas démocratique. Et alors? Et ça, c'était pas dans les villages. C'était comment? Comment il arrive au pouvoir? En 79, vous connaissez comment? Non, explique-nous. Voté par le comité central du parti. Très bien. Est-ce que le comité central représentait le peuple? Attendez. Le comité central du parti. Non, attendez. Tout le monde. Ok, vous allez réagir. Le parti, par définition, était un parti État. Même si chez nous, on le proclamait ça, on le proclamait parti État.
chez nous, est-ce que tous les citoyens congolais étaient membres du Parti congolais du travail? Non. Donc, c'est quand même le comité central, à l'issue du congrès, qui élit président du comité central du Parti congolais du travail et président de la République. Alors, le mandat là est sectaire, il n'est pas le mandat du peuple. Il faut le savoir. Il n'est pas le mandat du peuple. Et en ce moment-là, au fur et à mesure que le parti organisait son congrès, le président du comité central était ipso facto président de la République. C'est ce mandat-là qu'il a eu. Bien entendu. Bien. En ce moment-là, vous ne pouvez pas dire qu'il avait un mandat. Et qu'on vienne, parce que le peuple est souverain. La souveraineté appartient au peuple. Quand vient 91, il y a les velléités des conférences nationales partout. C'est le Bénin qui a commencé. Le Congo a monté le pas. Quand Mitterrand a parlé, la Cour de la Bolle a annoncé les couleurs pour demander au peuple africain d'allier en démocratie, d'accepter le multipartisme. Mais c'est là où le peuple, qui avait soif, est entré dans le jeu. Et le premier, on peut dire que le père de la démocratie ici, c'est quand même Bernard Konéla. Parce que c'est lui le premier parti. C'est lui qui avait créé le premier parti de l'opposition, le MCDDI. Et c'est par lui qu'est venue la mobilisation populaire qui a exigé la conférence. Les syndicats s'y sont engagés. Après, dans les syndicats, les syndicats se sont engagés avec le camarade de droit. Mais c'est ça qui a fait que le président, sachant qu'il n'avait plus la main, il n'avait pas la main, il était obligé de céder. Parce qu'il ne pas céder, c'était quoi? C'était à sa propre perte. Oui. Parce que, les syndicats sur lesquels il comptait, parce que c'est avec ces syndicats qu'ils ont fait pour déboussoler Yomi. C'est avec ces syndicats. Dès que le syndicat n'était plus avec lui, dès que la pression populaire n'était plus à son faveur, donc il fait quoi? Il cède ou il ne cède pas? Dès lors que l'armée n'a accepté pour certaines instructions. Avec qui à la tête de l'armée? Mais c'est Jean-Marie Bokoko. Qui est en prison. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ça l'histoire vraie. Mais c'est quand il se rend compte qu'il n'avait plus la même mise sur l'armée, les syndicats, la population, la société. Parce que n'oubliez pas que quand on vient à la conférence nationale, ceux qui ont investi sur la conférence nationale, les associations de la société civile qui ont investi, sont sous la coupe de MCDDI. On appelle les forces de changement. Mais ils sont sous la coupe du MCDDI. Donc, les rapports de force étaient en faveur du MCDDI et de Bernard Konéla. Malheureusement, quand on arrive à la conférence, Bernard Konéla a été détourné par la présidente de Milongo. Parce que Bernard Konéla lui-même était aussi candidat à la primature. Mais il a été battu. Non, de temps de positif et soutien parce que le Suba, pour opposer à Milongo. Mais Milongo a été adulé par tous ceux qui étaient là. C'est ça qui a fait que Milongo n'a pas pu gérer la conférence, la transition, parce que le pouls n'était pas avec lui. Il n'était pas avec lui. Et la crise de Bakongo et de Balari a éclaté au bon jour. Et c'est ça qui a fait que nous ne réussissions pas la conférence. Et alors, les perdants d'hier ont saisi l'occasion pour rentrer. Fissurer cette dynamique-là. Mais vous dites que si on n'a pas reçu la conférence nationale, donc on se rappelle, vous allez réagir. Oui, mais on se rappelle que donc j'assume du président Denis Sassou Nguesso, il disait si nous ne respectons pas les engagements de la conférence nationale, il faut s'attendre à ce que le pays finalement n'avance pas ou bascule encore. Voilà. Il y en a, vous ne souvenez pas. Vous ne pas il faut que vous demandiez sur ça. Il faut que non, ok, allez-y. Guy Benoît, vous n'avez pas répondu à la question. Laquelle? Moi, je dis que c'était un coup d'État. Oui. Mais c'est quoi un coup d'État? Vous avez dit, bon, l'origine du mandat là n'était pas un mandat démocratique. Démocratique. Ouais. Mais attention, c'était l'orientation de l'État à cette époque-là. Non, allons doucement. Lorsque vous dites la conférence nationale, montrez-moi la légitimité de la conférence nationale. Est-ce que quel peuple? Quel peuple? Les travailleurs. À quel moment les travailleurs ont obéi à la grève générale? Est-ce que le peuple, c'est pas est-ce que le travailleur c'est le peuple? Mais c'est quoi? Le peuple c'est le consul. Donc le peuple c'est le travailleur. Non.
Attends, mais l'élection populaire. Mais voilà, c'est pour dire quoi? Attends, je vais différencier. Je vais différencier le peuple d'avec la société politique. Oui. Parce que le peuple fait partie de quoi? Oui. Le peuple, quand on parle du peuple, on parle de qui? Oui. Toi, tu fais partie du peuple, hein? Oui. Même si tu es fonctionnaire. Mais tu fais partie du peuple. Et donc, Alors, ceux qui si vous dites ça, attends, si vous dites ça, je vais vous prendre vos propres mots. Vas-y. Si vous dites que le peuple avait revendiqué, c'est-à-dire le peuple qui soutenait la conférence nationale. Vous savez aussi qu'il y a une portion de la population qui ne soutenait pas. Attendez, à partir de ce moment-là, on peut parler du peuple tant qu'il n'y a pas eu élection. Allons doucement. Allons doucement. Le moment où il n'y a pas eu attendez. C'est moi qui gère ce plateau. Laissez-moi gérer ce plateau. C'est moi qui présente cette émission. Allez-y. Alors, on va évoluer. Je n'ai pas parlé sur la réconciliation. Oui, puisqu'on parle de la réconciliation. Voilà, il faut qu'on y aille. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, je suis avec Guy Victor, parce qu'il a voulu à un moment donné retracer l'histoire comme vous l'avez fait aussi, on reviendra sur vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réconciliation, la célébration de cette journée telle qu'elle se célèbre aujourd'hui, a sa raison d'être? Très bien, Victor. Là où je partage son point de vue, c'est là où il parle de l'imposture sur le 10 juin. C'est de l'imposture. Parce que, les gens avaient des rancœurs. Oui, il y avait des joutes oratoires. On se lavait les mains pendant qu'on a tiré sur X, Y, Z. Est-ce qu'on ne s'est pas dit la vérité? On ne s'est pas dit la vérité. Ils ont dit qu'ils devaient dire la vérité, ils n'avaient pas dit la vérité. Le président n'a jamais parlé. N'est-ce pas? Mais il y en a aussi certains acteurs qui n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais dit la vérité. Est-ce que la réconciliation peut être là? Parce qu'on ne peut se réconcilier que si on se dit si on était sincère. Puisque quand on comprend l'histoire, Sassou Nguesso était celui qui a beaucoup subi plus des critiques. Mais il a suivi parce que c'est lui qui initie, qui est même pour la non-mère. Non, c'est pas lui qui initie, c'est le président du conseil. Il était pour. Oui. Non, pas seulement lui. Pas seulement lui. Tous les partis de la Congrès nationale étaient pour. Mais le débat ne devait pas être personnalisé entre deux personnes, deux personnalités. Quand nous parlons de ce que Yombi hésitait, c'est parce que le président a indexé Yombi. Les collègues ont lavé les mains. Tout le monde a lavé les mains. Tout le monde a lavé les mains. Mais ce que vous posez comme problème, c'est la vérité. Est-ce qu'on était sincère? Est-ce que la réconciliation était sincère? Moi, je dis que tout le monde avait des rancœurs. Parce que ceux qui étaient à la conférence voulaient que le président s'en débarrasse définitivement. Tant qu'on n'a pas réussi à s'en débarrasser, il n'était pas satisfait. Mais le président, sachant que ceux qui ont mangé dans mes bras là m'ont trahi. Est-ce qu'il était aussi content? Il n'était pas content. Donc, comme vous avez su, mais c'est le prélat qui a institué cette journée parce qu'on s'est dit, on s'est parlé en tant que concitoyen, en tant que patriote, c'est pour le bien du pays, parce que Monseigneur Koumbo devait jouer à la réconciliation des esprits. Parce que lui-même, n'oubliez pas qu'il a été vilipendé. Lui-même, il a été vilipendé, lui. En tant que président de transition. Évidemment, président du présidium. Président, non. En tant que président du conseil de transition. Non. En tant que la transition vient après. Président du présidium. Après le président, quand lui a joué aussi le rôle du président de l'Assemblée. Non, là c'est après. Non, regarde, Guy Benoît, là c'est après. Oui, non, mais on arrive de là. Attendez. Non, il faut qu'on ça. Non, je vous donne la parole. Je vous donnerai la parole. Pas encore là. Je vous donne la parole. Quand on le nomme, quand on le désigne comme président, tout le monde est d'accord. Oui. Puisqu'on ne voulait pas désigner les hommes politiques. Parce qu'avant lui, c'est quand les hommes politiques qu'on avait désigné. Attendez, lui c'est le Goba. C'est les hommes politiques qu'on avait désignés. Tous les partis ont refusé. Mais c'est quand on le désigne, on dit on cherche un prélat qui est neutre. Quand on le désigne, tout le monde est d'accord. Même si le parti au pouvoir a été réticent, mais il n'avait plus la force de contester. Je suis d'accord. D'accord. Maintenant, quand on finit la conférence, il faut maintenant
installé des institutions. On a installé le Conseil supérieur. Oui. Mais quand il gère le Conseil supérieur, est-ce qu'il n'y a pas eu de boutade? Oui, là, ça fait le 10 juin. Oui, mais attends, mais j'en arrive là pour dire que rien n'était sincère. Oui. Donc, quand il décrète le 10 juin à la fin de la Convention nationale, il a là-dedans des gens qui ne sont plus d'accord avec lui. Parce qu'il n'a pas réussi à élire l'homme qu'on voulait élire. Parce que l'homme qu'on voulait élire, c'est quand même Bernard Kouénana qu'on voulait. Mais on a élu Milongo qui est avec le soutien de Kolela. Milongo avec le soutien de Kolela. Attends, mon ami. Ça, il faut pas oublier. Attends, mon ami. On termine cette émission. Mais quand on le lit, Milongo et Combo sont du même coin. D'accord. Sont du même coin. Par exemple, ce n'est pas pour eux qu'après, peut-être vous ne savez pas, quand il y a eu des crises ici, au temps de Milongo, il y a eu des crises. Guy Bernard Victor, on a attaqué le Guy Bernard Victor, docteur, on renvoie tout le monde vers les bibliothèques, vers les livres historiques, ou encore vers vous, que les jeunes et ceux qui nous suivent ce soir viennent vers vous pour réellement apprendre cette histoire, mais ce soir pour clôturer. La question que je pose, docteur, lavement de main. Oui. Ok. Impact aujourd'hui, tout a changé. Est-ce qu'on est vraiment dans la suite de lavement de main? On a lavé les mains et non le cœur. Est-ce que on a lavé aujourd'hui? Je parle de communication. On a lavé les mains et non le cœur. Et ce qui nous observons aujourd'hui, c'est que on n'a rien lavé finalement. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que nous sommes un pays réconcilié? Est-ce que je vous ai parlé de la charte de l'unité nationale. Un pays, on parle de j'ai parlé de la charte de l'unité nationale. On n'en parle même pas. On en parle quand j'en parle parfois aux étudiants. La charte de l'unité nationale qui a été qui est même annexé avec la Constitution, la fin de la conférence nationale. Parce que parlant du 10 juin, on parle de lavement des mains, mais on n'a jamais évoqué par exemple la charte de l'unité nationale qui a été consacrée le même jour. On n'en parle pas. On n'en parle pratiquement pas. J'ai des étudiants qui sont en 5e année de droit qui ne connaissent pas cette affaire. Donc, il faut dire que ça a été une imposture et ça ne peut pas faire long feu. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression d'avoir un pays où le Congolais se sent chez lui. Parce que lorsque nous disons un Congolais se sent chez lui, nous avons des incitations sélectives. Nous avons des incitations symboliques. Ça veut dire que si on est dans un état où nous sommes réconciliés, où le Congo, on a effacé les restes de la conférence nationale, vous avez d'ailleurs vu que juste après la conférence nationale, le lavement de main, la crise commence quelque chose de 3 mois après l'élection du président de la République. C'était de l'hypocrisie en fait. La première crise, au temps de Milongo. Oui, la crise avait déjà commencé. Déjà, la crise a commencé avec Milongo. Il y a eu des tentatives de coup d'État réels, ou bien on ne sait pas, mais il y a eu quand même ça. Bon, on est rentré dans le cycle de violence qui va s'achever en 1998. En 1997. Mais là encore, lorsque nous sortons de 1997, on a organisé notre forum pour la paix et la réconciliation. Vous connaissez les recommandations? On la célèbre jusqu'aujourd'hui. Mais ça sert à quoi? Est-ce que c'est pas important de la célébrer aujourd'hui? Oui, mais on peut célébrer pour les raisons d'histoire. Mais pour les raisons d'histoire. Ça n'a rien changé au fond. Ça n'a rien changé au fond. Ça n'a rien changé au fond. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ça? On ne peut pas laver les mains sans le cœur. On ne peut pas bâtir l'unité nationale sur la base des injustices sociales. Un pays qui est noyé complètement dans les injustices sociales. Quand on parle d'institution, il faut allusion à quoi? Mais à ce que nous voyons aujourd'hui, vous voyez les Congolais, pour avoir le boulot, c'est compliqué. Il faut connaître quelqu'un. Vous avez des parentèles présidentielles qui occupent pratiquement toutes les fonctions, des marchés publics, de tout ça. Il faut être l'enfant du ministre, il faut être ceci. Je dis, on a créé une forme d'apartheid à la congolaise. L'apartheid à la congolaise. Oui, l'apartheid à la congolaise. Donc des zones d'exclusion entières. Des zones d'apartheid sociale. Exactement. Donc les zones d'exclusion entières que nous observons, si tu sors, si tu as eu la malchance comme nous autres là d'être nés dans des familles défavorisées, on te met déjà 6-0. Vous avez eu du mal aussi, vous, mais bien sûr, le docteur aujourd'hui? Moi, j'ai eu un papa qui m'a appris à se lever par l'effort. J'étais membre du parti. Oui, il était membre du parti, je suis d'accord. Mais c'est lui, c'est pas moi. Vous avez passé combien de temps pour votre doctorat? Oh, ça m'a pris 9 ans. Pas parce qu'il ne pouvait pas le faire en 3 ans, en 4 ans, mais je n'avais pas de financement.
il fallait que je fasse des enquêtes par ici, tu as un peu d'argent, tu passes soutenir la télé. Vous avez su beaucoup d'exclusions. Bien entendu, bien entendu. Et puis, bon, ça fait de moi aujourd'hui, je n'ai pas de bête morale. Quelqu'un a financé ma thèse, c'est pourquoi je suis un homme libre. Je suis un homme libre parce que je n'ai pas de dette morale. Que l'hôtel a fait ceci, non. En réalité, le pays devait accompagner... Mais comment est-ce qu'on peut imaginer? Moi, je vois les jeunes Congolais. Comment vous pouvez faire une thèse sans bourse? C'est compliqué, c'est difficile. Encore une thèse de sciences politiques, on vous exige les éléments empiriques, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, la situation n'est pas celle-là. Moi, j'aurais souhaité que, lorsque nous arrivions à célébrer le 10 juin, le président devrait accomplir un geste envers nos compatriotes. Envers nos compatriotes. Élargir certains de nos compatriotes. Le geste, c'est quoi? Mais je dis d'élargir la classe présidentielle. Ça devait arriver le 10 jours. Vous me rappelez quand même qu'au Congo, depuis quelques années, peut-être il n'y a jamais eu de grâce présidentielle. Je me rappelle que c'est avant la conférence nationale, parce que le président Yombi et tous ceux qui y avaient ont bénéficié de la grâce présidentielle. Depuis la prière, là officielle, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Du haut de mon âge. Parce qu'on se souvient qu'il y a un compatriote qui nous a dit, mon Satan, que chaque 15 août, que le président grâce quand même. Gracie, nous avons des compatriotes aujourd'hui qui sont en prison, qui ont volé, je ne sais pas, un œuf ou un casier de bière, je connais. On peut les élargir. Nous avons des compatriotes politiques qui sont en prison, on peut les élargir. Et pour vous, ça démontre qu'il n'y a jamais eu de réconciliation. Pardon? Oui, bien entendu, bien entendu. Bien entendu. Donc, en dehors de ça, il faut limiter les injustices sociales. Aucun État n'a prospéré avec les injustices sociales. Vous avez l'écart croissant, alors là, très croissant, entre ceux qui sont au pouvoir et leur parentèle, et ceux qui n'ont pas des gens au pouvoir. Vous pouvez remarquer cela quand vous partez dans les localités. Vous arrivez dans un village, tout de suite vous allez remarquer, observer que dans cette famille, il y a des gens qui sont au pouvoir, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Dans un autre village. Parce que dans ce village-là, il y a une belle maison. Une belle maison ici, on a donné quelqu'un dans la commune, de l'autre côté là-bas, on n'a pas fait. Il faut donc créer les conditions d'une véritable unité nationale. Il faut créer les conditions d'une véritable intégration nationale. On n'en parle pas souvent d'intégration nationale. Or, on ne peut pas parler d'unité nationale sans intégration nationale. Ça veut dire quoi? Tant que les Congolais ne se connaissent pas assez, il y aura toujours des suspicions. Celui qui a quelqu'un va penser que à Oyo là-bas, les moches qui sont au pouvoir, ils sont bien chez eux là-bas. Or, quand vous arrivez à Oyo, les pauvres, les misérables. Mais tu peux être Oyo si tu n'as pas quelqu'un dans le circuit du pouvoir, tu n'as rien. Le président arrive là, vous n'avez rien, même à Edou. D'ailleurs, on parlait du doux des pauvres, du doux des riches, il y a quelques années. L'intégration nationale permet donc aux Congolais de circuler, de connaître leur pays. Et à partir de ce moment, ça peut faire tomber beaucoup de barrières. Ça peut faire tomber beaucoup de barrières. Cela se fait par la construction de voies de communication. D'accord. Docteur, je vous promets, donc je vous recevrai sur ce plateau pour parler de votre doctorat, votre thèse. Il n'y a pas de problème. Je vous recevrai sur ce plateau pour qu'on décortique votre thèse. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous m'enverrez dans quelques jours. Non, je peux vous l'envoyer là. Très bien. Envoyez-le-moi, comme ça, envoyez-la-moi, comme ça je prendrai le temps déjà de bien l'étudier et je vous recevrai pour qu'on la décortique page après page. Et pour terminer, Guy-Ben Victor, voilà, vous voulez réagir? Très bien. Moi, nous parlions de la réconciliation nationale. Réconcilier le pays. Je relève encore quelque chose que pas pour le contredire, pour l'aider à comprendre qu'il y a des États qui se sont développés avec des injustices sociales. Vous avez dit que quel s'est développé avec les injustices? L'Occident s'est développé avec les injustices à partir de la colonisation. Oui. D'accord. Je veux bien te dire. Non,
ils ont créé l'injustice. Mais avec la même chose. Mais attends, laissez-moi parler. C'est pas la même chose. Mais c'est philosophique ce qu'il dit. Mais c'est pas la même chose. C'est philosophique. Allez, donc, il y a eu les injustices. C'est philosophique. Pas endogène, pas matériel. Laissez-moi finir. C'est philosophique. Oui, alors est-ce que il n'y a pas des gens qui prospèrent à cause de l'injustice sociale dans notre pays? Oui, mais ça, c'est des individus. Non, c'est pour te dire. C'est les individus. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est eux. Ils pensent que l'État, c'est eux. Oui, mais voilà. L'État, c'est eux. Est-ce que l'État, c'est eux? Est-ce que l'Occident doit faire ta vision? L'Occident s'est développé à partir des injustices sociales. Donc on peut encourager les institutions dans notre pays. Pour dire que je n'encourage pas. Au contraire, je suis en train de le dire. Donc, c'est pour dire qu'ils font ce que l'Occident a fait contre nous. Ce qu'ils font aux autres, mais on veut dire que l'Occident nous a traités d'esclaves. Ça veut dire que les dirigeants actuels font quoi? Vous pensez qu'ils font quoi? Mais c'est pas tu trouves des excuses à ça. Vous connaissez la démarche de l'Occident? Les démocraties à l'intérieur. Non, on comprend cette démarche. On comprend cette démarche. Attendez une minute. Non, on comprend cette démarche. On comprend cette démarche. Ça veut dire que les dirigeants actuels considèrent le peuple comme de l'architecture. Oui. Mais c'est ça le problème. Mais c'est pas sorti, c'est pourquoi ils ne pensent pas au bien du peuple. Mais parce que l'Occident n'a jamais pensé au bien de ceux qui étaient sur la place. C'est comme ça aussi qu'il ne peut pas penser à notre bien. Au bien du peuple, au bien de la majorité. C'est ce que je dis, c'est philosophique. Très bien. Bon, maintenant, parlons de... Pas trop convaincant. Attends, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu dénonces? Ils font quoi? Les justices sociales profitent à qui? Dans les individus. Hein? Un individu. Un individu, là, c'est pas le cartel. Le cartel, c'est pas le pouvoir. Oui, mais comment tu peux te contredire encore? Je te soutiens. Oui. Donc, aujourd'hui, nous parlions ici de la réconciliation nationale. Je dis non. En réalité, Pas de réconciliation. il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation. Elle est de façade. Elle est avec les mots. Parce que personne n'y a cru. Jusqu'aujourd'hui, Personne n'y a cru. nous sommes dans une démocratie. Les institutions la démocratie. La démocratie. Tout ce que la conférence nationale a réussi, c'est de consacrer la création de multi-partis. C'est ça ce qu'elle a réussi. C'est créer beaucoup de partis autorisés. Parce qu'aucun acte de la conférence nationale n'est mis en œuvre. La charge, quand la charge, quel acte, par exemple? Attends, vous pensez que la conférence est sortie comme ça sans acte? Oui. Non, on ne parle pas, on ne vulgarise pas, personne ne veut les dire. Quels sont ces actes? Oui, mais par exemple, dans la charte qu'il parle là, vous savez parmi les articles, Monseigneur insistait et martelait, tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Mais qui ne respecte pas aujourd'hui? Qui ne respecte pas de la charte? Mais c'est dans la Bible. Mais oui, mais c'est fait partie de la charte. Oui, mais qui ne respecte pas? Alors, parce que vous ne voyez pas que dans le pays, là, on ne déplore pas. Mais le président lui-même est le premier à déplorer la corruption, tout cela. Parce que personne ne veut respecter, alors que ça fait partie des recommandations de la conférence nationale. Comme aussi, Qu'on ne devrait pas voler la on ne vole pas. Qu'on ne devrait pas détourner. On ne tue pas. On ne tue On ne pas. vole pas. Nous devons pas la dites par exemple. C'est ça la conférence nationale. Ça ne le fait pas aujourd'hui. Personne ne respecte ça. Et personne ne parle. Mais pendant ce temps, vous savez quoi? Dans ce pays, nous avons eu des institutions créées pour le consensus sur le CBT. Mais pour le respect des actes de la conférence nationale, il n'y a aucune institution. On a créé toutes les institutions, même pour les handicapés, même pour les femmes, même pour eux. Alors qu'à la fin, si vous pensez que nous sommes tous égaux, est-ce qu'on devait avoir, les gens devaient avoir des institutions particulières? S'il y a des institutions, c'est parce qu'il y a raison. Ce que vous étiez très profond. On est tous égaux. Ben voilà. On ne peut pas avoir des institutions pour les handicapés, et pour les femmes, et pour les jeunes, et pour ça. Ça veut dire que la société n'est pas encore au point d'être égalitaire. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, les gens se contredisent dans les actes sans se rendre compte. Moi, je crois que cette conférence-là était une imposture. Bon, pas seulement pour... Quand le docteur dit que c'était un coup d'État, vous parlez d'une imposture. Parce que le Congo gagne quoi après la conférence nationale? La guerre. Qu'est-ce que nous gagnons? La violence. La violence, la guerre. Ben voilà. L'escroquerie, la corruption, les injustices, les affaires de guerre. Voilà tout ce que nous gagnons dans le pays là. Mais alors que c'est ce que la conférence a décliné. Donc, tous les mots que la conférence a décliné sans revenir au galop. On chasse le naturel. Vous savez ce que je pense ce soir? On chasse le naturel, il revient au galop. Guy Bruno Victor et Blanc Castel Barapé, vous savez ce que je pense ce soir? C'est qu'il nous faut encore
une autre émission pour parler de ces acquis de ce soir en boucle. Désolé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À chacun de faire son idée, à chacun de donner son argument. Nous reviendrons avec les deux sur ce plateau. Il faut qu'on revienne avec eux, finalement, pour parler non seulement que la journée du juin, mais aussi de tout ce qu'on a connu depuis 97 jusqu'au 10 juin et maintenant. Voilà. Merci de nous